Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici parmi vous. Je dis quelques mots le temps d'installer mon ordinateur. Ça va venir tout seul. Et voilà. Bonjour à tous donc, je suis absolument ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Une chose qui me fait très très plaisir, c'est de sortir de mon laboratoire. Vous savez, c'est très contraignant d'être dans un labo parce qu'on construit des connaissances, on travaille, on fait des recherches. Et c'est très frustrant parce qu'en fait, ces recherches, très souvent, elles restent confinées au monde académique. Moi, je fais des découvertes et puis je suis très excité et en fait, je me rends compte que personne n'est vraiment au courant et je le dis à ma femme en rentrant à la maison et puis bon, ok, c'est pas, etc. Donc il y a une sorte d'excitation à l'intérieur du labo, mais qui passe rarement les barrières du labo et c'est pour ça donc aujourd'hui, je suis très content d'être là, de pouvoir dire à tout le monde, regardez ce qu'on découvre, c'est vraiment chouette. Voilà, donc vous avez compris, je suis chercheur. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que je travaille sur ce thème de l'intelligence collective. Alors, c'est une discipline qui est un peu étonnante. Hein. Je m'en rends compte quand j'en parle autour de moi. Les gens, le grand public, arrivent facilement à imaginer un chercheur en physique ou en chimie hein, avec une blouse et une pipette. Mais un chercheur en intelligence collective, on se demande un peu ce que je fais de mes journées, quoi. Et à juste titre, hein, c'est pas intuitif. Comment on fait de la science rigoureuse sur le thème de l'intelligence collective? Ben, rassurez-vous, c'est une vraie science. Hein. Il y a des modèles mathématiques qu'on développe. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Il y a des expériences sur le terrain. On va sur le terrain, on fait des observations et on fait beaucoup d'expériences en laboratoire. Alors moi, je suis expérimentateur. Vous savez, en science, il y a souvent des profils. Il y a des gens qui sont un peu plus théoriciens, d'autres qui sont un peu plus expérimentateurs. Moi, je suis un peu plus expérimentateur. Et donc, je vais vous montrer plein d'expériences sympas qu'on peut faire dans le domaine de l'intelligence collective et tout ce qu'on peut apprendre derrière. En voici une, par exemple. Je vais vous mettre dans le bain tout de suite. Je vais vous montrer directement ce qu'on fait. Une chose que j'adore faire, c'est prendre un groupe de participants, 5 personnes, 10 personnes, 50 personnes, 100 personnes, en fonction du problème et du projet, et on les met face à un problème, okay, et on les laisse se débrouiller. Et c'est fait exprès, l'idée c'est vraiment de voir comment collectivement ils vont réussir à résoudre le problème, comment les gens s'auto-organisent quand ils sont vraiment en autogestion, quand on leur donne aucune instruction, aucune consigne particulière. Et souvent, c'est pas super. Souvent, c'est pas super. Les gens n'arrivent pas très bien à s'organiser spontanément. Je vais vous montrer quelques exemples. Voici une expérience que j'aime bien. Certains d'entre vous la connaissent peut-être parce que je l'ai un petit peu médiatisée. C'est une expérience de coordination. Donc voilà comment ça se passe. On recrute 100 participants, okay, et on va leur montrer un modèle de dessin un peu minimaliste en pixel art, comme vous voyez ici dans le coin là. On leur donne des panneaux de couleurs que vous voyez sur le côté. Et ensuite, chaque participant va devoir prendre un panneau de couleur et se placer à la bonne position sur ces marques rouges pour que dans l'ensemble, ils reproduisent le modèle qu'on leur a montré. Okay, donc c'est un exercice de coordination. Alors c'est une vidéo, je vais la lancer tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble. La vidéo est accélérée hein, parce que ça prend beaucoup de temps, ça prend une dizaine de minutes. Et c'est très rigolo à regarder de l'extérieur parce que les gens se disputent beaucoup. Ils courent dans tous les sens, ils ont souvent les mêmes panneaux, les mêmes couleurs, et puis en fait il y a beaucoup de tension, c'est assez laborieux, et au bout d'un moment, ils finissent par y arriver, comme vous voyez ici. Okay, donc c'est un exercice de coordination assez difficile à réaliser. Hein. Ça a l'air simple, mais c'est vraiment difficile, en particulier pour des gens qui ne se connaissent pas. Et avec ça, on fait plein d'études, on fait plein de petites analyses, on analyse les résultats. Voici par exemple ce qu'on peut observer avec un groupe de 100 participants, toujours le même, qui fait cette expérience 8 fois de suite, avec des modèles différents. D'accord ? Donc on a un groupe qui vient, on leur montre un modèle, puis un deuxième, puis un troisième, et à chaque fois on mesure le temps de réalisation comme une mesure de performance. On regarde combien de temps ils ont mis. Okay ? Et cette courbe, elle est très intéressante. Vous voyez qu'au début, là, c'est très laborieux, ils n'y arrivent pas du tout, ils mettent plus de 10 minutes pour y arriver. Et puis la deuxième fois, pareil, et la troisième fois, pareil, et puis à un moment, il se passe un truc. Et d'un seul coup, hop, ça commence à aller beaucoup plus vite. D'un seul coup, ça roule. Vous pouvez deviner ce qui s'est passé là, pendant la phase de transition ? Quelqu'un a une intuition ? Oui, dis-moi. Quel rôle en particulier ? Ouais. Ouais. Vous entendez quand vous parlez ou je répète ?
Moi, je peux répéter. Hein. Il dit, il y a des rôles qui se dégagent, et quel rôle en particulier? Ben, peut-être un rôle de chef, quelque chose comme ça. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a une personne dans le groupe qui en a un peu marre de tout ce bazar. Qui commence, ça fait 3 ou 4 fois que ça dure 10 minutes et il se crie dessus, etc. Et qui va prendre la parole de manière un peu autoritaire et qui va dire « Ok, stop, tout le monde, arrêtez de courir dans tous les sens, écoutez-moi. Toi, tu prends ce panneau et tu vas ici. Toi, tu prends ce panneau, tu vas ici, toi, etc. » Et là, d'un seul coup, ça commence à aller beaucoup mieux. Une chose qui m'épate, c'est que les autres obéissent. À chaque fois, je trouve ça hallucinant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui commence à donner des ordres et les 99 autres, ils sont là « Ouais, d'accord, on va faire comme tu dis. » Et finalement, ça marche. Conceptuellement, c'est comme si l'ensemble du problème, c'est un problème de coordination, c'était d'un seul coup centralisé dans un seul cerveau. Et les autres deviennent des exécutants. D'accord ? Donc il y avait un problème à résoudre, et finalement, une personne prend en charge tout le problème, fait la résolution du problème dans sa tête, et dispatche les rôles pour que les autres exécutent, et là, ça commence à marcher. Ok ? On peut représenter ça de manière un peu différente, avec un graphique comme ça, on appelle ça un sociogramme. Ce que vous voyez ici, c'est que chaque point est une personne, okay, un participant donc, et 2 points sont connectés par un trait s'ils ont échangé de l'information, s'ils se sont parlé. Okay. Pour le premier modèle, les sociogrammes ressemblent en général à ça, c'est-à-dire qu'ils sont assez plats. Et pour le dernier modèle, le 8e, le sociogramme ressemble à ça. Donc vous voyez clairement le leader qui a émergé en plein milieu, donc c'est le gros point rouge, et cette personne centralise en quelque sorte la communication, elle centralise la résolution du problème. Plusieurs choses intéressantes ici. D'une part, c'est systématiquement le cas. C'est-à-dire que tous les groupes qu'on a observés qui font cette expérience finissent toujours par s'organiser comme ça. Okay ? Ça prend plus ou moins de temps. Pour certains groupes, c'est immédiat dès le premier modèle. Pour d'autres, il faut attendre plus longtemps. Mais à la fin, de toute façon, ils vont finir par se centraliser autour d'un leader. Deuxième chose intéressante, si une fois qu'ils sont dans cet état-là, vous prenez ce gros point rouge là et vous l'enlevez de l'expérience, vous lui dites « Ok, à partir de maintenant, tu ne participes plus », ce qui va se passer immédiatement, c'est que quelqu'un d'autre va prendre sa place. Okay. Puis vous enlevez celui qui vient d'arriver, un troisième va prendre sa place, etc. C'est comme s'il y avait une sorte d'attracteur naturel chez nous, dans notre culture, vers la centralisation de la résolution du problème. Les gens me le disent, hein, les participants me le disent après l'expérience, ils me disent mais de toute façon, il n'y a pas le choix, quoi. C'est comme ça, on a besoin d'un chef pour résoudre ce problème, sinon il n'y a pas d'autre solution. C'est hyper intéressant parce que dans le fond, si on y réfléchit, c'est très culturel, hein. C'est très culturel le fait de vouloir se centraliser, c'est-à-dire que nos participants, finalement, ils reprennent des modèles qu'ils ont vus dans la société autour d'eux et ils se disent « Ah oui, tiens, moi je sais qu'on peut s'organiser comme ça » et donc ils le font. La question qu'on se pose, nous, en tant que chercheurs, c'est « Ok, ça marche, mais est-ce qu'on pourrait imaginer une autre façon de faire? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres modèles possibles ?» Prenons par exemple les fourmis. Alors nous, on a beaucoup de fourmis au labo, on adore ça, de travailler avec des fourmis, parce qu'on sait que c'est un système décentralisé. On sait que dans une colonie de fourmis, il n'y a pas de chef. D'accord ? La reine des fourmis n'a aucun rôle de chef, hein, c'est juste une pondeuse. On sait qu'il n'y a pas de chef, et donc on peut tester nos différents problèmes, mais à l'échelle d'un groupe de fourmis. Ici, par exemple, vous avez une expérience de construction de nid. C'est très facile, hein, vous pouvez pousser les fourmis à commencer à construire un nid, vous les mettez dans une boîte avec une lumière un petit peu forte et des petites boulettes de terre, et les fourmis elles se sentent trop exposées et donc d'un seul coup elles se mettent à construire spontanément. Et nous on a des outils comme une sorte de laser que vous voyez passer parfois qui nous permet de mesurer qui fait quoi et comment ça évolue. Et c'est aussi un problème de coordination finalement, hein. C'est un peu comme le problème de tout à l'heure, elles doivent se coordonner sur qui met une petite boulette de terre, à quel endroit, etc. Et on se rend compte que l'organisation n'est pas du tout centralisée. Elle porte un nom d'ailleurs, un nom technique en science, on appelle ça de la stigmergie. Et la stigmergie, c'est que chaque individu n'est pas guidé par les instructions d'un chef, il est guidé par ce que les autres viennent de réaliser. Les individus sont guidés par l'état actuel de la construction. Pour être clair, il y a une fourmi qui va venir placer une petite boulette ici pour faire un pilier, et puis une autre va la voir et elle va dire « Ah, il y a un pilier là, je vais en faire un deuxième ici. » Et une troisième arrive, elle se dit, qui voit 2 piliers, qui se dit « Ah tiens, je vais faire le toit, etc. » C'est l'état de la construction qui guide l'action des individus pour la prochaine étape, par exemple. C'est pas spécifique aux fourmis, hein. On peut trouver de la stigmergie dans les groupes humains aussi. Il y a un cas particulier, emblématique, très connu, vous l'avez peut-être en tête, un cas où un collectif construit quelque chose, mais en s'appuyant sur ce que les précédents viennent de faire, et en ajoutant comme ça le prochain niveau de construction. Vous avez une intuition, vous savez à peu près qu'est-ce que ça pourrait être? Très connu, un site web, le plus visité.
Wikipédia, oui, Wikipédia est construit autour de la stigmergie, typiquement. C'est-à-dire que vous avez un utilisateur qui va commencer à écrire un bout de texte, de même que la fourmi commence à construire un pilier. Un autre arrive, qui n'a reçu aucune instruction, se dit « Ah, tiens, il a mis ce texte-là, je vais écrire la suite ». Un troisième arrive, dit bah tiens, moi je vais mettre une photo. Un quatrième dit bah tiens, je vais corriger une faute, etc. Okay, donc chaque personne est guidée par l'état actuel de la construction. Pour revenir à notre problème là, est-ce qu'on pourrait forcer nos participants à s'organiser en stigmergie? Bah oui, on peut. Il suffit par exemple de couper les communications. Parce que s'il n'y a pas de communication, bah, le chef il sert à rien. Il ne peut pas donner ses instructions, il ne sert à rien du tout. Donc si on coupe les communications, forcément, ils vont devoir s'organiser différemment. C'est ce qu'on a fait, je vais vous montrer le résultat dans un instant. Ce qui se passe typiquement dans ce cas-là, vous leur dites un nouveau groupe, vous leur donnez le problème, vous leur dites vous ne pouvez pas parler. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, une première personne va prendre un panneau de couleur, va se mettre à la bonne place et va attendre. Et puis les suivants vont la voir et vont dire tiens, il y a un point vert, ça sert de point de repère, je vais aller mettre un blanc à côté parce que c'est ce qu'il faut faire, etc. Donc chacun construit sur ce que les autres font. Si vous faites ça et que vous mesurez le temps de réalisation, vous observez ceci. Ce qui est intéressant, c'est la fin. À la fin, c'est pareil. Il n'y a pas énormément de différence dans la performance. Ça revient à peu près au même. Il y a quand même quelques différences au début, forcément, parce que le groupe centralisé, il a besoin de temps pour se structurer, d'accord ? Il lui faut un certain moment avant de voir le chef apparaître, etc. On suppose, mais ce n'est pas encore prouvé, qu'il y a une différence aussi en termes d'adaptabilité. C'est-à-dire que si quelque chose change à un moment donné dans l'environnement, eh bien, le groupe centralisé va avoir besoin de plus de temps, parce qu'il faut que l'information circule de haut en bas et de bas en haut, alors que le groupe décentralisé, lui, va pouvoir s'adapter un petit peu plus vite. Ce qui est intéressant, ce n'est pas vraiment la comparaison des performances. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir en tête qu'en fait, il existe plusieurs façons de faire. Et les participants, humains donc, n'avaient pas du tout cette intuition en tête. Pour eux, il y avait juste une voie possible. Mais en fait, nous, on se rend compte que non, il existe plusieurs modèles, plusieurs approches, plusieurs organisations possibles. Okay ? Donc c'est le genre d'expérience qu'on aime bien faire. On met les gens face à un problème, on regarde comment ils se débrouillent, ensuite on va regarder des systèmes différents, par exemple les insectes sociaux, ensuite on fait un petit peu de modélisation, et dans l'ensemble on crée de la connaissance comme ça sur comment on s'organise, comment on peut résoudre des problèmes ensemble. Je vous montre un deuxième exemple que j'aime bien, c'est une expérience qu'on appelle l'expérience du porteur de piano. Et en gros, vous avez cet objet un peu volumineux là, et il faut le faire passer par 2 portes consécutives. Mais bon, c'est un peu difficile, il faut trouver la séquence de rotation et de mouvement qui va bien pour le faire passer. Vous donnez cet exercice à une personne seule, elle y arrive sans problème. Il faut tâtonner un petit peu, on se débrouille un peu, mais n'importe qui, n'importe lequel d'entre nous y arrivera sans problème. Vous donnez cet exercice à un groupe, c'est l'enfer. Ils n'arrêtent pas de se disputer. Parce qu'en fait, c'est dur de faire ça en même temps. En plus, ils sont chronométrés, ils doivent se dépêcher. C'est dur de faire ça ensemble, parce que les gens ont des idées différentes et donc ils se crient un petit peu dessus, etc. De manière très intéressante, on peut faire la même expérience avec des fourmis. Donc cette fois à l'échelle, vous prenez une fourmi, vous lui donnez le petit objet là, et vous lui dites, alors vous lui dites pas de faire passer l'objet, on peut pas lui parler, mais en fait nous ce qu'on fait c'est que on va enduire ce petit objet de nourriture, on le met en fait dans la nourriture pour chat, dans un pot de pâté pour chat, et on le pose et en fait la fourmi pense que c'est un truc à manger, donc elle essaie de l'amener au nid. C'est comme ça qu'on s'arrange pour le faire passer. Bref, vous donnez cet exercice à une fourmi seule, elle n'y arrivera jamais. Elle va tâtonner aussi, mais comme elle a une mémoire qui est plus limitée que la nôtre, eh ben en fait, elle va réessayer encore et encore, toujours les mêmes solutions, elle ne va jamais y arriver. Okay ? Vous donnez cet exercice à un groupe de fourmis, elles y arrivent très bien, étonnamment. C'est exactement l'inverse des humains. Les humains, ils y arrivent bien seuls, mais pas en groupe. Les fourmis, elles n'y arrivent pas seules, mais elles y arrivent très bien en groupe. Ça prend un petit peu de temps, mais elles y arrivent très bien. Et en fait, quand on analyse un petit peu ce qui se passe, hop, allez, voilà, c'est passé. Et quand on analyse un petit peu ce qui se passe, bravo les fourmis. Quand on analyse un peu ce qui se passe, on se rend compte que finalement les fourmis, elles parlent pas, et il n'y a pas de chef qui donne ses instructions. Ce qu'elles font, c'est juste que c'est une sorte de vote, mais pas une vote avec pas un vote avec un bulletin dans une urne, un vote par poussée majoritaire. Il y en a certaines qui pensent qu'il faut pousser par là, d'autres qui pensent qu'il faut pousser par là, et en fait, elles poussent chacune dans la direction qui leur semble mieux, et il se trouve que en poussant à majorité, eh bien l'objet va commencer à bouger